Un meurtre sur commande. Un brutal assassinat. Un quartier dans la confusion la plus totale. Pour le service de police de New York et le FBI, la ville de New York est le théâtre d'un combat sans fin. L'ennemi, les puissants narcotrafiquants qui ne s'arrêteront devant rien pour protéger leur commerce. À New York, dans les années 80, le service de police de la ville luttait désespérément contre les barons de la drogue. Le sergent détective Mike McGuinness faisait partie de la section des narcotiques du secteur du Queens. Plusieurs organisations criminelles faisaient le commerce de cocaïne et d'héroïne dans le sud-est du Queens. L'une d'elles était menée par Lorenzo Fat Cat Nichols. Lorenzo Fat Cat Nichols, âgé de 26 ans, était un grossiste en narcotiques. Il distribuait de la cocaïne et de l'héroïne à des vendeurs intermédiaires. Pour 1 kilo de cocaïne, il demandait 50 000 $. Il valait des millions de dollars. Nichols protégeait ses opérations en s'entourant d'un groupe très sûr, la plupart de ses complices étant des proches parents. Pour la police du Queens, démanteler l'organisation de Nichols ne serait pas une mince affaire. Son quartier général se trouvait dans une épicerie à l'intersection de la 107e avenue et de la 150e rue dans le quartier Jamaica de Queens. On avait mené des opérations de surveillance à cet endroit et parlé à plusieurs informateurs. On avait aussi acheté de la drogue et fait des arrestations grâce à des agents civils. Le problème était permanent dans ce secteur. Mais on n'arrivait pas alors à monter un dossier solide contre Fat Cat ou l'un de ses lieutenants. Tout ça a cependant changé en juillet 1985. Une de nos équipes a mené une opération d'achat suivie d'une arrestation et a recueilli des informations. Ça nous a permis d'obtenir un mandat de perquisition de l'épicerie de Fat Cat et de l'appartement situé au-dessus du commerce. Un informateur nous avait dit qu'il y avait des armes, de l'argent liquide et plusieurs sortes de stupéfiants. 2 enquêteurs et moi-même sommes entrés dans l'épicerie. Je me suis dirigé derrière le comptoir et en m'y rendant, j'ai vu que la lumière était allumée dans l'arrière-boutique. Je suis alors entré dans l'arrière-boutique où il y avait 3 hommes derrière un gros bureau. Je me suis rendu compte que l'un d'eux était Fat Cat Nichols. Les policiers ordonnèrent aux hommes de mettre leurs mains sur le mur. Nichols se pencha alors comme s'il allait prendre quelque chose. Sur un fauteuil, sous une serviette, les policiers trouvèrent une arme automatique chargée et un revolver. Les policiers fouillèrent la pièce et y trouvèrent de l'héroïne, de la cocaïne et 30 000 $ en argent liquide. Il y avait aussi plusieurs grammes de marijuana sur le bureau de Nichols. L'équipe qui est allée perquisitionner l'appartement à l'étage a trouvé 150 000 $ en argent liquide dans des cartons. Il y avait des centaines, voire des milliers de sachets en papier d'aluminium de cocaïne comme ceux que l'on trouve sur le marché noir. Des sachets de papier de cristal contenant de l'héroïne et d'autres armes. Nichols fut arrêté pour possession d'armes et de stupéfiants.
24 heures plus tard, il fut remis en liberté après avoir payé sa caution de 70 000 $. Au moment de son arrestation, Nichols était déjà en liberté conditionnelle. Il alla rencontrer son agent de probation pour lui demander si son arrestation violait les termes de sa libération. Il déclara à son agent, Brian Rooney, qu'il n'était entré dans l'épicerie que pour y acheter un sandwich. Rooney appela McGuinness pour vérifier la version des faits du contrevenant. Je lui ai raconté qu'on avait arrêté Nichols dans l'épicerie et qu'il avait plusieurs armes. Malheureusement, il avait été libéré sous caution et j'étais sûr qu'il avait disparu. Rooney m'a alors dit non, il est assis devant mon bureau. Rooney arrêta Nichols pour violation des conditions de sa libération. Ce que ça signifiait pour Nichols, c'est que même s'il avait pu être mis en liberté conditionnelle relativement à notre enquête, il avait enfreint les conditions de sa remise en liberté et ça, c'était un vrai problème. En plus des crimes dont on l'accusait, nous, il devait 14 ans de prison à l'État. Il avait de gros ennuis. Une semaine plus tard, McGuinness et Rooney témoignèrent lors de l'audience de libération conditionnelle de Nichols. J'ai brièvement décrit ce qui était arrivé ce soir-là et l'arbitre a aussitôt déclaré qu'il avait violé les conditions de sa libération, ce qui signifiait qu'il serait incarcéré. Il n'avait plus droit qu'à une seule autre audience comme celle-là. Ensuite, il devrait purger ce qui lui restait de sa peine de 14 ans. Mais le narcotrafiquant n'avait nullement l'intention de retourner en prison. Deux mois après l'audience, l'agent de probation de Nichols, Brian Rooney, reconduisit une de ses collègues à la maison. Il traversa la partie sud de Jamaica dans le Queens. Il savait que ce secteur du Queens était dangereux. Mais il ignorait qu'il était suivi. Bientôt, une voiture arriva à sa hauteur. Brian Rooney fut touché au bras et dans le dos. Il mourut sur le coup. Ses meurtriers disparurent aussitôt dans la nuit. Les policiers arrivèrent rapidement, mais ils ne pouvaient que constater le décès. Ils examinèrent la scène du crime et n'y trouvèrent que peu d'indices. Il n'y avait pas de douille de projectiles et personne n'avait été témoin de la fusillade. La nouvelle du meurtre fut rapidement transmise au sergent-détective Mike McGuinness. Un sergent de mon bureau m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Il m'a appris qu'on venait de tuer un agent de probation sur Stoughton Boulevard. Il s'agissait de Brian Rooney. C'était un type bien et un bon agent de probation. Il avait à la fois des qualités de travailleur social et de policier, ce qui est nécessaire pour être un bon agent de probation. Le meurtre de Rooney était le dernier d'une série d'homicides à Jamaïca Sud. Des gangs rivaux se disputaient le territoire de distribution de la drogue. Le taux d'homicide dans cette partie de la ville où l'on vendait des stupéfiants augmentait sans cesse. Les fusillades étaient monnaie courante. Les gens avaient peur de sortir de chez eux. On savait donc qu'on n'avait pas d'autre choix que de poursuivre ces gangs. Le service de police de New York mit alors sur pied l'opération Clean Up, une importante opération anti-drogue. Ils firent appel à des centaines de policiers de postes de police partout à travers la ville. L'opération visait les vendeurs de drogue de Jamaïca où Rooney avait été assassiné.
Des enquêteurs ratissèrent également le quartier près de Sudfin Boulevard, où la fusillade avait eu lieu. Ils interrogèrent les gens du quartier en espérant que quelqu'un aurait vu quelque chose d'inhabituel le jour où l'on avait tué Rooney. La police apprit que 2 hommes reliés à Lorenzo Fat Cat Nichols avaient été aperçus dans le secteur. Harold Mason et Perry Bellamy. Nichols avait un motif solide pour tuer Rooney. Je crois que Nichols pensait que si Rooney ne lui barrait plus la route, il pourrait recouvrer la liberté. J'ignore pourquoi il pensait ça, mais c'est ce qu'il pensait. À titre d'enquêteur ayant arrêté Nichols, McGuinness savait qu'il pouvait être la prochaine cible sur la liste. Je regardais toujours derrière moi. J'étais prudent. Je ne me suis jamais empêché de faire ce que j'avais à faire, cependant. Mais que ce type ait pensé que s'il tuait cet agent, il pourrait être remis en liberté, c'était vraiment inhabituel. Et je crois que les gens des forces de l'ordre ainsi que la population en général trouvaient la situation très préoccupante. Les policiers savaient qu'Harold Pappy Mason, un des lieutenants de Nichols, et Perry Bellamy, un de ses complices, avaient été vus dans le secteur le soir de l'assassinat de Rooney. Un informateur anonyme déclara que Bellamy était à l'extérieur de la voiture quand Rooney avait été abattu. Le lendemain, un autre informateur indiqua aux policiers où se trouvait Bellamy. Le tuyau permit aux policiers de trouver le suspect. Bellamy fut arrêté dans une rue de son quartier et conduit au poste de police pour y être interrogé. Il reconnut avoir vu Rooney à peine quelques heures avant le meurtre. Il affirma qu'il avait entendu parler de ce meurtre sur commande et qu'il avait essayé de mettre Rooney en garde. C'était pour cette raison qu'il se trouvait dans le secteur ce soir-là. Après plusieurs heures d'interrogatoire, les enquêteurs apprirent que Bellamy ne s'était pas contenté de mettre Rooney en garde. Bellamy déclara qu'il se trouvait dans la voiture de Rooney le soir où il avait été tué. Il ajouta que c'était Harold Mason qui avait tiré sur l'agent de probation. Bellamy était derrière les barreaux quelques semaines avant le meurtre. Il prétendait avoir entendu Nichols déclarer à un autre détenu que son agent de probation allait y passer. Les autorités inculpèrent Bellamy de complicité pour le meurtre de l'agent Rooney. Par la suite, les enquêteurs se mirent à la recherche d'Howard Pappy Mason. What's up, officer? What's your name? Mason. Stick your hands up against the wall for me. Officer, I don't stick your hands on the wall. Give me a few minutes. All right? And I got somewhere. I don't have my permit on me. It's at the house. Dans une des bottes du suspect, ils trouvèrent un pistolet Derringer de calibre 22 chargé. Mason fut accusé de meurtre et de possession illégale d'armes à feu. Les enquêteurs avaient mis les complices derrière les barreaux, mais ils ne pouvaient pas prouver que Fat Cat Nichols avait ordonné à Mason et à Bellamy d'abattre son agent de probation. Pendant que les autorités essayaient de se constituer un dossier contre Nichols, qui était toujours en prison, son organisation continuait de prendre de l'ampleur. En 1987, la situation dégénéra encore. Une nouvelle drogue venait de faire son apparition. Le crack a pris la population d'assaut. Je n'avais jamais rien vu de tel. L'agent spécial David Higgins travaillait alors pour l'escouade antidrogue de la police de New York. La préparation de crack ne requiert qu'une petite quantité de cocaïne que l'on combine à d'autres ingrédients, ce qui fait qu'on n'en utilise que très peu. Ainsi, les vendeurs qui touchaient 100 $ pour 1 gramme pouvaient désormais toucher 1000 $ avec la même quantité. La drogue se vendait à petit prix, seulement 2 $ la dose, et elle créait rapidement une accoutumance. Pour la population ouvrière de Jamaïca, le crack représentait une réelle menace. Comme cette drogue provoque une forte dépendance, les gens qui la consommaient cherchaient sans arrêt à être sous son effet
et il faisait tout pour se l'offrir. Bien entendu, il commettait des crimes comme des vols et des cambriolages, ce qui avait un effet direct sur le taux de criminalité des quartiers où le crack était vendu. Le service de police de New York redoubla d'efforts. On donna un autre nom à l'opération Clean-up, l'opération Queens. Au début des années 80, une escouade antidrogue fédérale fut mise sur pied à New York. Son objectif était de mettre le grappin sur les vendeurs et les distributeurs de stupéfiants. L'agent spécial Richard Martinez fut assigné à cette escouade. Cette escouade bénéficiait à la fois des ressources du FBI, de la police de New York et de la DEA, ainsi que d'autres services. On voulait une approche coordonnée pour attaquer le problème. L'escouade était divisée en plusieurs unités et chacune de ces unités avait sa propre mission. Notre mission à nous visait les revendeurs de cocaïne, d'héroïne et de crack qui sévissaient en ville. L'escouade enquêtait sur plusieurs gangs de narcotrafiquants de Jamaïque. On croyait que la meilleure chose à faire pour les citoyens de ce secteur, c'était de consacrer le plus de ressources possible à l'unité qui pourchassait ces types. Le plus de ressources possible. La vente de stupéfiants à Jamaica dans le Queens était une entreprise lucrative. Et plus les profits étaient élevés, plus la compétition était féroce et entraînait de la violence. Près de la moitié des crimes graves commis à New York étaient reliés à la vente de crack. En octobre 1987, la répartitrice d'une entreprise de taxi fut assassinée pour avoir témoigné en cour après avoir assisté à une fusillade. Un mois plus tard, un immigrant originaire de Guyane se plaignit à la police des types qui vendaient du crack dans sa rue. Le lendemain soir, quelqu'un lança une bombe incendiaire dans sa maison. Les agents de police du poste 103 de Jamaica Sud furent assignés à la protection du témoin et de sa famille, mais les menaces continuèrent. Thomas Godbolt, un membre du gang de Lorenzo Fat Cat Nichols, s'approcha du témoin dans la rue. Il lui dit qu'il lui donnait 3 semaines pour quitter le quartier, sans quoi toute sa famille mourrait. En 1987, les vendeurs de stupéfiants faisaient la loi à Jamaica Sud dans le Queens. Les citoyens qui avaient le courage de s'opposer ouvertement à eux étaient intimidés quand ils n'étaient pas tués. Le service de police de New York et l'escouade antidrogue fédérale commencèrent à exercer de plus en plus de pression sur les gangs reliés au trafic de drogue de Jamaïca. Ils effectuèrent plus de 2000 arrestations relatives au commerce et à la possession de stupéfiants entre octobre 1987 et janvier 1988. À la fin du mois de janvier 1988, un des lieutenants de Lorenzo Nichols, Thomas Mustafa Godbolt, fut envoyé à la prison de Riker Island pour avoir menacé un témoin d'origine guyanaise. Le 24 février, Harold Pappy Mason, soupçonné d'avoir abattu l'agent de probation Brian Rooney, fut reconnu coupable de possession d'armes. Le lendemain, Lorenzo Nichols fut condamné à une peine minimale de 25 ans d'incarcération pour 11 chefs d'accusation de trafic de drogue et de possession d'armes. On avait coupé la tête du serpent et capturé certains membres haut placés. Et notre dossier était solide. On croyait avoir démantelé cette organisation. Le service de police de New York et le FBI progressaient dans leur lutte pour reprendre le contrôle des rues de Jamaïca. Mais la guerre était sur le point de devenir encore plus féroce. Le 26 février 1988, quelques jours après la condamnation de Nichols et de Mason, l'agent Edward Byrne assurait la protection du témoin guyanais. Même si l'homme qui avait menacé sa famille était derrière les barreaux, il recevait encore des menaces.
Byrne était un tout jeune policier, il n'avait que 22 ans. C'était une soirée comme les autres. À 3 heures du matin, une voiture passa à côté de celle de l'agent Byrne. Il y avait 4 hommes à bord. La berline poursuivit son chemin, tourna à l'intersection, puis disparut. « 20 minutes plus tard, 3 hommes arrivèrent silencieusement derrière la voiture de l'agent Byrne. Le témoin entendit des coups de feu. À 3h28, les répartiteurs transmirent aux unités la nouvelle. Un agent était tombé à Jamaica, dans le Queens. Des agents arrivèrent sur la scène quelques minutes plus tard. Les 2 vitres avant de la voiture de l'agent Byrne avaient été fracassées. Le jeune policier était mort. Les policiers sont très touchés par cela. Ils sont ébranlés quand l'un des leurs est assassiné. Le témoin que l'agent Byrne protégeait déclara à la police qu'il avait entendu des coups de feu et ensuite aperçu des hommes montés à bord d'une voiture brun clair avant de s'enfuir des lieux. Par après, les enquêteurs trouvèrent une Oldsmobile Cutlass 1976 de cette couleur, garée à environ 3 km de la scène du crime. Malheureusement, rien dans la voiture ne démontrait qu'elle était reliée au meurtre. Immédiatement après le meurtre de l'agent Byrne, le service de police de New York a vraiment sévi contre les revendeurs de drogue. On a exercé beaucoup de pression sur les narcotrafiquants de Jamaïca. Les agents voulaient capturer les assassins de l'agent Byrne. Des centaines d'agents de police de la 103e rue, de la 105e rue et de la 113e rue effectuaient des quarts de travail de 12 heures. Ils prirent le quartier sud-est du Queens d'assaut. Ils effectuèrent des raids dans près de 200 endroits et interrogèrent pas moins de 300 présumés vendeurs de drogue. Les policiers croyaient que Lorenzo Nichols avait commandé le meurtre de son agent de probation depuis la prison. Et l'homme qui avait menacé le témoin que protégeait l'agent Byrne avait des liens avec l'organisation de Nichols. Nichols était assurément un suspect dans cette affaire. Au moment du meurtre de l'agent Byrne, plusieurs membres de l'escouade du FBI enquêtaient sur un narcotrafiquant du Queens qui avait des liens avec le gang de Nichols. On a simplement modifié l'angle de notre enquête. On s'est mis à examiner le gang de Smith qui faisait affaire avec plusieurs personnes associées à Nichols. On y est ensuite allé à plein gaz. On obtenait des informations sur l'organisation de Nichols parce que nos informations nous provenaient des mêmes taupes que celles de l'organisation de Smith. On a ciblé des membres du gang qui étaient toujours en liberté et qui poursuivaient les opérations de l'organisation. 3 jours après le meurtre, un informateur anonyme déclara qu'il savait qui avait tué le policier. Un enquêteur le convainquit de venir le rencontrer. L'homme déclara à la police que le meurtrier était un certain Todd Scott. Les agents connaissaient déjà Scott. Il était soupçonné d'avoir tué une prostituée. Les enquêteurs se mirent à sa recherche. À l'appartement d'un de ses proches, ils trouvèrent quelqu'un qui était prêt à parler. Celui-ci déclara aux enquêteurs qu'il connaissait les hommes qui avaient commis l'assassinat. Il était présent lorsque ce meurtre avait été planifié et il savait qui l'avait commandé. Le 24 février, seulement quelques heures après sa condamnation pour port d'armes illégales, Howard Mason avait appelé l'un de ses revendeurs, Philip Copeland, depuis un téléphone public de la prison de Rikers Island. Le lendemain, Copeland avait rencontré les membres Todd Scott, David McClary et Scott Cobb dans un appartement à 10 pâtés de maison de la scène du crime. Copeland leur avait annoncé que le patron était devenu fou. Il leur avait demandé de tuer un policier, n'importe lequel. Il devait toucher $8 000 pour ce meurtre. Selon l'informateur, les hommes avaient tiré à la courte paille pour choisir le tueur.
Scott qui appuierait sur la détente. Le destin de l'agent de police était scellé. Le lendemain matin, Scott revint à l'appartement en se vantant de ce qu'il avait fait. Ils ne touchèrent que quelques centaines de dollars des 8 000 qui avaient été promis. Ce type m'a raconté comment s'était déroulé le meurtre et qui ils avaient choisi comme cible. Ils ne visaient pas l'agent Byrne personnellement. Ils avaient simplement choisi de tuer le policier qui protégeait la maison du témoin. C'était ça leur cible. Howard Mason voulait par ce meurtre envoyer un message clair aux autorités. Votre réputation est très importante quand vous êtes un narcotrafiquant. Si l'on apprend que vous avez hésité à commettre des actes violents pour vous protéger, vous ou votre organisation, vous ne pourrez pas être un narcotrafiquant pendant très longtemps. Mais ce meurtre a littéralement galvanisé le service de police de New York. Tous les agents étaient révoltés par ce meurtre d'un collègue portant l'uniforme. Il n'avait pas été tué pour ce qu'il avait fait, mais simplement parce qu'il était agent de police. La police de New York avait enfin les noms de suspects relativement au meurtre. On émit des mandats pour Philip Copeland, Todd Scott, Scott Cobb et David McLary. Copeland était déjà en prison pour une autre affaire. Les policiers se mirent à la recherche des 3 autres hommes. Plus tard, au cours de l'après-midi, la mère de Scott Cobb appela la police. Elle voulait que son fils se rende à la police, mais celui-ci était introuvable. Les enquêteurs qui croyaient que Cobb finirait par contacter sa mère installèrent un dispositif sur sa ligne téléphonique afin de connaître les numéros de toutes les personnes qui l'appelleraient. L'histoire du meurtre continuait de faire la une des journaux et la police talonnait toujours les revendeurs. Peu de temps après, un important témoin se manifesta. Une jeune femme déclara aux enquêteurs qu'elle avait assisté au meurtre de l'agent Byrne. Elle marchait dans la rue quand elle avait entendu un coup de feu et aperçu des hommes tout autour d'une voiture de patrouille. Elle s'était cachée derrière un véhicule jusqu'au départ des hommes. Elle ne croyait pas qu'il l'avait vu. Les enquêteurs lui montrèrent des photos signalétiques. Elle confirma que Todd Scott était l'homme qu'elle avait vu devant la vitre du côté du passager de la voiture de patrouille. Elle identifia également David McLary comme étant l'homme devant la vitre du côté du conducteur et Copeland, l'homme debout derrière McLary. Les policiers disposaient enfin d'un témoin à cette fusillade. Ils devaient maintenant trouver les suspects qui avaient disparu. Le jour après avoir installé un dispositif sur la ligne téléphonique de la mère de Scott Cobb, les policiers obtinrent quelque chose. Un appel à cette ligne provenait du Queens Village. Il s'agissait d'un des repères d'Howard Mason. Le 3 mars, moins d'une semaine après le meurtre de Byrne, les enquêteurs aperçurent Scott Cobb. Hey, man. Freeze. Step down and put your hands behind your back. Slow. Il fut rapidement mis en détention. Les policiers fouillèrent ensuite le repère. Dans le sous-sol, ils trouvèrent Todd Scott. À midi le lendemain, David McLary se rendit à la police. Sa mère l'accompagnait. Des 4 hommes accusés de la mort de Byrne, McLary était le seul n'ayant aucun dossier criminel. La version des faits de Todd Scott et de David McLary était contradictoire, chacun accusant l'autre d'avoir appuyé sur la détente. Dans toutes les versions des faits, toutefois, on disait que Scott Cobb se trouvait au volant de la voiture du groupe.
La police et les procureurs purent finalement reconstituer les faits. À 3h25 du matin, Todd Scott avait attiré l'attention de l'agent Byrne en frappant sur la vitre du côté du passager de la voiture de patrouille. David McClary avait ensuite tiré à 5 reprises sur l'agent Byrne à travers la vitre du côté du conducteur. Philip Copeland se trouvait juste derrière McClary. Les 4 hommes furent accusés de meurtre au second degré. Mais pour les agents et les policiers, des questions restaient toujours en suspens. Est-ce que Howard Pappy Mason avait pris seul la décision de faire tuer le policier? Fat Cat Nichols avait-il joué un rôle dans ce meurtre? Et si oui, comment pourrait-on le prouver? La police et les agents du FBI soupçonnaient 2 hommes d'avoir commandé le meurtre d'un agent de police de New York, le narcotrafiquant Lorenzo Fat Cat Nichols ou son ancien employé, Pappy Mason. L'agent spécial David Higgins. L'enquête sur le meurtre de l'agent Byrne était sous la responsabilité de l'État. Elle était menée par le service de police de New York. Pendant cette enquête pour homicide, les autorités fédérales et les membres locaux de l'escouade fédérale menaient une enquête parallèle qui ciblait toute l'organisation de Nichols. Les enquêteurs se rendirent alors compte qu'il ne suffisait pas de mettre en prison les chefs de l'organisation et leurs lieutenants. Pour mettre un terme à la violence, on devait détruire les gangs. Le réseau de distribution de drogue de Fat Cat Nichols était énorme et rapportait plus de 20 millions de dollars par année. Grâce à des informateurs, on avait déjà établi que le centre névralgique des opérations de l'organisation de Nichols était le Big Mac Deli, situé dans le secteur de Laurelton, dans le Queens. On a immédiatement obtenu l'autorisation d'examiner les relevés d'appel de cet endroit. Pour enquêter sur cette dangereuse et imposante organisation, le FBI se servit de micros. L'agent spécial Richard Martinez fut assigné à cette mission. C'est seulement par ce moyen qu'on peut recueillir des informations sur des gangs importants. Quand un agent d'infiltration achète de la drogue d'un vendeur, il ne rencontre qu'une ou 2 personnes. Pour démanteler toute l'organisation, on doit pouvoir faire de l'écoute électronique. Les agents posèrent des micros au quartier général de Nichols, mais ils ne tardèrent pas à avoir des problèmes. Les suspects qui faisaient partie du gang de Nichols craignaient tellement d'attirer l'attention des autorités, comme c'était arrivé à la suite du meurtre de Byrne, qu'ils étaient déjà convaincus que toutes leurs conversations étaient enregistrées. Ils ont alors décidé de mener leurs opérations à un autre endroit. Les agents ciblèrent la famille de Nichols. Une semaine après le meurtre, ils commencèrent à écouter les conversations de la sœur de Lorenzo Nichols. On savait que plusieurs vendeurs intermédiaires transigeaient avec elle. C'était donc une bonne idée de poser un micro sur sa ligne. Elle parlait fréquemment à Lorenzo Nichols ainsi qu'à une dizaine de distributeurs intermédiaires pour qui elle préparait des commandes. Elle transmettait souvent leurs commentaires à Lorenzo Nichols. Elle était au cœur de l'organisation et c'était un coup de chance pour nous parce qu'elle aimait parler. La sœur de Nichols avait peur d'être surveillée. Elle disait que sa ligne était sur écoute et demandait à ses interlocuteurs de ne rien dire, mais souvent, c'était elle qui parlait. Parfois même, elle laissait le combiné décrocher, ce qui nous permettait de tout entendre dans la maison. Et l'on pouvait l'entendre parler avec ces types quand ils venaient s'approvisionner. Grâce au micro, le FBI enregistra une conversation clé entre Nichols et sa sœur où il parlait de Pappy Mason. Au cours d'une conversation en particulier, elle a demandé pourquoi Pappy Mason avait fait tuer l'agent Byrne. Et Lorenzo lui a dit qu'il l'ignorait. Pappy Mason avait la réputation d'être un type violent. Et vers la fin, même Lorenzo avait pris ses distances de lui. Il ne voulait plus lui parler parce que Mason attirait trop l'attention des autorités. Avant cette conversation, tout semblait indiquer que Lorenzo était mêlé à ce meurtre. Mais à la suite de cette conversation, et après avoir corroboré ces informations avec nos contacts, on a su que c'était Howard Mason
qui avait commandé le meurtre de l'agent de police Byrne. Papé Mason était d'avis que le service de police lui manquait de respect. Il avait donc ordonné à ses associés d'aller tuer un policier, n'importe lequel. Ainsi donc, Nichols n'avait joué aucun rôle dans le meurtre de l'agent Byrne, mais ses opérations continuaient de prendre de l'expansion et de fournir des narcotiques à de dangereux gangs de rue. On a pu établir par nos opérations d'écoute que Lorenzo Fat Cat Nichols communiquait régulièrement avec les membres clés de l'organisation. Toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, un groupe le rencontrait pour qu'il puisse donner ses consignes en personne sur la façon de gérer l'organisation. Les agents posèrent des micros dans la salle de visite de la prison de Rikers Island. Ils tentèrent ensuite d'écouter les échanges de Lorenzo Nichols avec ses lieutenants. Malheureusement, la qualité du son était trop pauvre pour qu'ils puissent comprendre la moindre chose. Les agents et la police continuèrent néanmoins à consolider leur dossier. On a su comment ils distribuaient la drogue et comment ils la préparaient. On a pu identifier certains de leurs fournisseurs et savoir qui communiquait avec qui et comment ils s'y prenaient. On a évalué l'ampleur de leur trafic et établi la liste de quelques-uns de leurs clients. Cela nous a ensuite permis d'établir la position hiérarchique de chacun au sein de l'organisation. On a poursuivi nos opérations de surveillance en nous basant sur les informations recueillies grâce au micro. Mais les opérations de surveillance étaient ardues. Les vendeurs de drogue les plus prospères sont rusés et ils savent comment déjouer les autorités qui tentent de recueillir des informations. Les narcotrafiquants ont des techniques de contre-surveillance. Ils paient littéralement des gens dans la rue pour qu'ils surveillent les policiers dans un secteur en particulier. Quand les agents eurent recueilli suffisamment d'informations grâce au micro, ils procédèrent à des arrestations. Quand, par exemple, on interceptait un appel dans lequel il parlait d'une transaction ou du transport de stupéfiants d'un endroit à un autre, je disais aux enquêteurs qui travaillaient sur l'affaire de passer à l'action. Après 5 longs mois, les agents rencontrèrent le procureur. Il était temps de faire inculper des suspects, d'obtenir la coopération d'autres personnes et de faire des perquisitions pour trouver les armes et la drogue et confirmer ce qu'on avait entendu lors des conversations. Martinez croyait qu'ils avaient un motif raisonnable pour obtenir des mandats de perquisition et d'arrêt. Il faut attendre le moment approprié pour passer aux actes. Et c'est ce qu'on a fait en août. Le procureur était d'accord. Le moment était venu de démanteler l'organisation de Nichols. Après 5 mois d'enquête, l'agent spécial Richard Martinez planifiait une opération d'arrestation complexe et risquée. Son but était le démantèlement complet de l'organisation de trafic de drogue de Nichols. Le jury avait besoin de 3 choses pour en arriver à un verdict de culpabilité formel. Numéro 1, il devait entendre le témoignage de quelqu'un de l'intérieur, d'un informateur. Deuxièmement, à titre d'enquêteur, je devais fournir des enregistrements des prévenus qui montraient les activités quotidiennes de l'organisation. Et finalement, on devait présenter des preuves matérielles. Lors de l'opération, on allait procéder à des arrestations dans 20 endroits différents. Les agents croyaient que les mandats de perquisition leur permettraient de trouver des preuves matérielles, des armes à feu, des stupéfiants et de l'argent. Ils devaient également arrêter 38 suspects. Ils espéraient que certains d'entre eux collaboreraient avec les autorités. Quand le jury écoute un collaborateur ainsi que les conversations qui ont été interceptées ou enregistrées sciemment par lui et que les preuves corroborent ce qu'il dit, il ne peut en arriver qu'à un verdict. Le prévenu est coupable. Les agents préparèrent des affidavits et coordonnèrent les quelques 400 corps policiers nécessaires à l'exécution de l'opération. Toutes les personnes qui y participaient connaissaient les risques qu'elles couraient. Il y a toujours des dangers lorsqu'on exécute des mandats de perquisition et des mandats d'arrêt. On ne sait jamais comment ces types vont réagir.
On doit être bien armé et assez nombreux pour réduire au maximum le risque de violence. Le 11 août 1988, les affidavits avaient été préparés. Les mandats de perquisition et d'arrêt étaient émis et les équipes d'arrestation étaient prêtes. Tout était en place. Chacun sait ce qu'il a à faire, qui il va arrêter et où il doit aller. Le temps était venu de procéder aux arrestations. Plusieurs des endroits ciblés étaient très dangereux. Dans 3 de ces endroits, on a déployé des unités SWAT parce qu'il y avait un risque de violence. Les équipes se rendirent aux endroits où les stupéfiants étaient entreposés et vendus. Heureusement, il n'y a pas eu de fuite au cours de cette enquête. Nos suspects ignoraient donc qu'on allait les arrêter quand on est passé à l'action. La sœur de Nichols fut surprise par une équipe d'arrestation. Elle réagit avec colère. C'était une enquête assez unique, en ce sens que les mères de plusieurs suspects étaient impliqués. Il y avait la mère de Lorenzo Nichols, par exemple, de même que celle d'Howard Mason. Cette dernière a été arrêtée parce qu'on a trouvé chez elle 1 kilo de crack et un pistolet. Un peu partout à Jamaica, dans le Queens, les membres de l'organisation de Nichols furent arrêtés et l'ont recueilli des indices. Lors de l'exécution des mandats de perquisition, on a trouvé des armes à feu et une importante quantité de matériel d'emballage et de crack. En outre, plusieurs suspects avaient de grosses sommes d'argent sur eux. On a tout saisi. Lorenzo Fat Cat Nichols et Howard Pappy Mason furent tous deux accusés de crimes reliés au trafic de drogue. Ainsi, ils resteraient derrière les barreaux pour le restant de leur jour. À la fin de la journée, 30 personnes avaient été arrêtées et 5 propriétés avaient été saisies. La sœur de Nichols et d'autres membres clés de l'organisation décidèrent de collaborer avec la justice. La violente organisation de trafic de stupéfiants qui valait plusieurs millions de dollars fut démantelée. Pour Lorenzo Nichols, c'est le meurtre de l'agent Edward Byrne, un meurtre dans lequel il n'a pourtant joué aucun rôle, qui a provoqué la chute de son empire. Lors de cette enquête, on a démantelé le gang de Lorenzo Nichols. Celui-ci a été inculpé et il a comparu en cour. Tous les membres de l'organisation ont été accusés et sont allés en prison. En 1992, Lorenzo Nichols plaida également coupable d'avoir commandé le meurtre de l'agent de probation Brian Rooney. Plus tard, au cours de la même année, on obtint de nouvelles informations concernant cette affaire. Randolph Lucas, qu'on avait arrêté pour un autre crime, avoua avoir joué un rôle dans l'affaire. Selon lui, son frère Eric conduisait la voiture quand il avait tiré sur Brian Rooney et l'avait tué. Ils avaient été engagés par un associé de Nichols pour blesser Rooney, mais dans la panique, ils avaient abattu l'agent. Personne n'a jamais su pourquoi Perry Bellamy avait déclaré s'être trouvé sur la scène du crime et vu Howard Mason abattre Brian Rooney. Le travail de l'escouade antidrogue de la police de New York et du FBI, qui ciblait les trafiquants de drogue du Queens, a eu un profond impact sur les crimes reliés au commerce de stupéfiants. L'agent spécial David Higgins, du FBI. L'escouade anti-drogue de New York a fini par envoyer un message aux trafiquants de la rue. Le crime ne paie pas. Si vous vous livrez au trafic de drogue à New York, vous devrez ultimement affronter la justice dans une cour fédérale. Je crois que ce message s'est répandu dans les rues de New York et dans celles d'autres villes importantes parce que le taux de crimes violents a diminué de façon significative dans les années 90. Et je crois que c'est arrivé grâce à toutes ces poursuites et à leur heureuse conclusion.
On a mis le nom de Brian Roney sur un monument funéraire dédié aux agents de probation tués dans l'exercice de leurs fonctions. Quant à l'agent Edward Byrne, on a créé une fondation à son nom. Leur mort a permis de démanteler une violente organisation qui menaçait un quartier que les policiers avaient juré de protéger.